Cerno, une anti-enquête. Épisode 121. Ah oui, quand même. Je suis de retour dans le quartier de Jussieu, pile en face de la crêperie. Je suis un peu nerveux de revoir Jean-Robert. C'est une situation un peu particulière pour moi, d'interviewer quelqu'un que je connais mais que j'ai pas vu depuis très longtemps. Donc j'ai un peu peur. On a rendez-vous à 16h, il est 15h55. Je le vois. Il a un blouson de cuir. C'est pas vrai? Ah oui. Ah oui. Anne-Hélène? C'est pas moi! Il est beau, mon Julius. Il est beau, puis il est gentil. Et tout le tralala, quoi. J'ai horreur des hommes. Entre le docteur Petiot et Landru. Franchère. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Je suis en transition. Madame, Julien Cernobori. Oui, non, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, c'est le signe d'un passé qui ne passe pas. Cerno. Lui chercher de l'argent pour se droguer. 3, 2, 1. Bonjour. Ça va, Julien? Bien. Je suis ému de te voir, ça fait super longtemps. Tu travailles là? Non, mais je vais te poser 2 questions et après on discutera. Ouais, ça te va? Ouais. Comment tu vas, toi? Bien, très bien. T'as pas changé? Toi non plus? T'as la même dégaine, un blouson en cuir. Toujours. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Ça me rappelle tellement ton papa. Ouais. Ah, mais j'aime pas trop. Ouais, je te pose 2-3 questions et après... D'accord. Parce qu'en fait, comment te dire? Tu sais que je suis reporter? Non. Tu savais pas? Non, je savais que tu étais un petit peu dans ce milieu-là, mais pas exactement le métier que tu faisais, parce que bon, on n'en parlait pas trop avec ton père. Ton père, on était vraiment des amis, on a fait plein de choses, on a fait 1000 plaisanteries et 1000 histoires que je pourrais te raconter sur ton père, parce que ça a été une belle époque, très belle époque. Ça te manque pas un peu ton papa? J'ai passé des moments fabuleux avec ton père, des crises de rire comme jamais je n'ai revu dans ma vie. Ah ouais. Ouais. Il était drôle. Ah, il avait beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour à froid, donc quelque chose qui était toujours puis un peu méchant. Bienveillant avec ses amis. Alors je ne sais pas comment il était avec les autres gens, mais ça a toujours été une personne de grand cœur. Donc, mais des fois on est beaucoup plus grand de cœur pour des étrangers ou des amis de longue date que sur sa propre famille. Et toi, ça va? Oh, je suis à la retraite, j'ai vendu mon affaire. Tu l'as vendu? En 2018. Ouais. Et je suis assez heureux de voir que c'est des jeunes qui ont repris ça. C'est une librairie de manga. Ouais. J'ai passé le relais et c'est autre chose. Et le magasin reste toujours vivant et jeune. Ça me fait toujours très plaisir de voir ça. Ça te fait quoi? Plus rien. Ça y est, j'ai passé 50 ans là. Ah, t'as passé 50 ans. 50 ans. Donc, mon père a monté cette affaire-là en 1934. Ah oui. Moi, je suis venu travailler en 68, à la belle époque, et j'ai vendu en 2018. Voilà, donc 50 ans. Moi, je me souviens, j'étais venu te voir. Tu m'avais offert un blouson en cuir quand j'avais 18 ans. Je suis généreux. Tu te souviens de ça? Ah non, je me souviens plus. Tu veux qu'on aille boire un verre? Volontiers. On va aller boire un verre dans le coin, là. Ça m'énerve ça. Ça t'énerve le micro? Le micro, j'ai fait beaucoup de reportages. Pourquoi? Dans les années 2013, parce que j'ai eu un accident ferroviaire. Ah bon? J'ai été dans le train qui a déraillé, le train de Bretigny. Ah oui? Et Bretigny-sur-Orge? Je partais en week-end. Je m'étais dit, c'est le week-end du 14 juillet, il va y avoir trop de monde. Je ne vais pas prendre la voiture parce que c'est trop dangereux. Je vais jouer la sécurité, je vais prendre le train. Donc j'allais rejoindre des amis à la Souterraine, à côté de Limoges. Et je me suis dit, mieux, tranquille, je prends le train et au moins tout va bien se passer. Et puis, truc horrible,
Mais c'est effroyable, Un accident de train, tu entends un déchirement des tôles, un déchirement de l'acier. Et au moment du déraillement, tu as les ballasts qui vont dans tous les sens, comme des mitrailleuses. C'est une impression de guerre. Tu vois. Et après, quand tu sors du train et que tu vois le carnage que ça a fait, tu es surpris. Et moi, qui était un des premiers à descendre, je me suis approché du deuxième wagon qui était complètement disloqué. Et là, j'ai vu des morts. Tu vois. Mais du coup, t'as frôlé la mort? Plein de fois. Plein de fois. Il y a eu plein d'accidents. Plein de fois. Mais tu connais pas toute ma vie. Tu savais tout ce qui m'était arrivé dans ma vie. Ah bon? Là, je peux pas raconter. C'est top secret. C'est vrai? Mais attends, tu veux pas me dire ça? Non. C'est top secret? Ah, pardon. Tu connais ce monsieur? Bonjour. On va rentrer pour que je te fasse voir un peu le magasin, comment il a changé, ça te gêne pas? Non, pas du tout. On entre dans le magasin. Bonjour. Bonjour. Je suis l'ancien propriétaire. Ah, d'accord. Voilà, donc je refais un flashback de ce qui s'est passé ici avant votre arrivée. J'y ai mis mes cheveux blancs ici. T'as beaucoup bossé? Ouais, je travaille énormément. C'est une vie intense. Et ça te plaisait? Hein? Ça te plaisait comme vie? Ouais, oui. Ces escaliers-là, je les ai descendus 1000 fois. Donc là, on est au sous-sol de la librairie. Là, c'était ma réserve. Et j'avais tout mon militaria ici, où ton père venait regarder des trucs. Ça me fait drôle. Ouais. Ça, c'était ma caisse. Ah, ouais. T'es content ou pas? Ouais. Je m'en fous maintenant, ça y est. T'as tourné la page? J'ai tourné la page. Ton père me disait toujours, Jean-Robert, quand t'as plus de sous, tu creuses le terrain qu'a préparé ton père pour toi et tu trouveras toujours une cassette avec de l'argent dedans. Et en fin de compte, mon père m'avait laissé un terrain favorable à pouvoir germer la fortune que j'ai. Voilà. Est-ce que tu es riche? Riche de souvenirs. Riche de souvenirs, parce que j'y ai passé des moments fabuleux, vraiment fabuleux. On ressort. Donc tu as passé 50 ans dans cette boutique. J'ai vu tout ça en construction, quoi. C'est rigolo, hein? Bon, allons, on arrête le micro. J'ai des questions à te poser sur le quartier. Parce que toi, t'es une figure du quartier. Tu fais partie des personnages du quartier. Bah, disons que... Tu connais tout le monde. Ouais, un peu. T'as vu, le monsieur qui est passé. Là. Qu'on parle un petit peu, j'ai des gens qui m'ont salué. Donc, ouais. Moi, j'ai une question précise. Ouais. Est-ce que tu as connu une certaine Odette? Bien sûr. Ah, bien sûr. Elle tenait la crêperie à l'angle de la rue de Linné et de la rue de Jussieu. Au 21, là. Ouais. Tu peux me montrer? Ouais. Et comment tu l'as connue? Bah parce que le midi, des fois, j'allais manger des crêpes chez elle. Et enfin, elle était que la crêpière, elle n'était pas la propriétaire. La propriétaire, je la connaissais aussi. Et Odette travaillait pendant des années. Là. Toi, tu allais déjeuner? J'allais déjeuner de temps en temps. Et c'était quel genre de femme, Odette? C'était une femme avec beaucoup de chaleur humaine. Elle était toujours souriante, cette femme. Enfin, elle est. Je ne sais pas si elle est... Je pense qu'elle est toujours vivante. Ouais. Donc, elle a toujours été bienveillante, bien souriante. Elle a fait beaucoup pour certains jeunes qui n'y ont pas rendu la gentillesse qu'elle a donnée, quoi. C'est-à-dire? Elle a été un peu mêlée dans l'histoire qu'il y a eu avec le Paradis Latin, où elle avait pris
pris un peu sous son aile quelques serveurs du Paradis Latin qui ont malheureusement fait des dégâts sur des personnes à les voler et à les tuer. Ouais. C'est Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin. C'est ça. Donc tu connais ça. Mais c'est ça, ouais. Et elle l'a, avant qu'il en arrive à ça, elle le voyait quand même souvent. Et elle t'avait raconté cette histoire? Non, on l'a su dans le quartier, tout se sait, donc on l'a su comme ça. Elle a toujours été très discrète. Ouais. Et c'était quelle... Parce que là, on est au 21 rue de Jussieu, je sais que c'était au 21, c'était celle-là ou celle d'à côté? C'était ici. C'était là. C'était comme ça déjà à l'intérieur? Non. Ça s'est modernisé. Disons que tu avais une sorte de petite gitoune ici où ils faisaient les crêpes et puis tu avais au fond une possibilité de t'asseoir pour manger. Quoi. Ouais. Donc tu dis que c'était une femme sympathique. Pardon? Tu dis que c'était une femme sympathique. Je ne la connaissais pas personnellement, mais disons que dans le quartier, on se fréquentait tous plus ou moins. Moi, j'allais déjeuner chez elle, donc forcément, elle n'a jamais été antipathique avec moi. Tu vois, donc, tous les gens du quartier, quand on est commerçant entre nous, on est toujours quand même très attentifs. Les uns aux autres? Les autres, quoi. Ouais. Mais bon, attends, on va laisser peut-être tomber un peu le micro, puis on va parler de toi. Ouais, mais je vais te raconter. Mais parce que du coup, j'imagine que dans ta boutique, tu avais beaucoup de clients du Paradis Latin aussi, non? On est juste à côté du Paradis Latin. J'avais plein. Paulin, je l'avais comme client. Il a acheté des trucs chez moi, mais j'ignorais complètement cette double vie qu'il pouvait avoir, quoi. Ouais. Sinon tu l'aurais dénoncé. Ah oui, quand on voit ce qu'il a fait, on ne peut pas rester insensible à tous ces gens qui ont perdu la vie. Tu te souviens ce que tu lui as vendu? Soit c'était moi, soit c'était un de mes vendeurs. Je ne sais pas à quel point. À l'époque, je vendais beaucoup de jeans ou de chaussures. Il a acheté des jeans et des chaussures comme tous les jeunes du quartier. Hein. Allez, on arrête le micro et puis on va boire un verre. Ouais, ok. Je le rebrancherai après parce que j'ai encore une question. Encore? Alors, pose-moi la dernière comme ça. Moi, je travaille sur l'affaire Thierry Paulin depuis plusieurs années. Et je passe souvent au quartier. Je me demande que cette affaire, je pense qu'elle a été oubliée complètement. Oui. Elle a été oubliée. On n'en parle plus. C'était deux jeunes voyous qui ont fait un méfait dans le quartier, mais... ils ont tué... Alors Thierry Paulin, c'est le plus gros tueur en série français. Oui. Et on le connaît pas, t'as raison. Mais disons que ce qui est très étonnant, et c'est ça qui est incroyable, c'est que les grands tueurs peuvent être dans la vie courante des gens tout à fait quelconques et même peut-être à la limite sympathiques. Et moi, je les voyais passer, ils étaient toujours tous les deux. Et on les voyait passer dans le quartier, ils allaient boire un verre, ils allaient souvent au Royal Jussieu. Ça s'appelle Cosmo maintenant. De temps en temps, on les voyait à ce bistrot-là, on le voyait à la fac. Bon, c'était les serveurs du Paradis Latin. Et moi, j'ai eu d'autres clients du Paradis Latin, mais c'était pas des tueurs, quoi. Et eux, ils étaient reconnaissables, en fait, d'après ce que tu me dis. Il y en avait un qui était d'origine antillaise et qui était teint en blond. Donc c'est vrai que, on le voyait, il faisait tout pour être reconnaissable. Que l'autre était beaucoup plus discret, plus timide, et il s'est laissé entraîner dans cette histoire, à mon avis. Et puis après c'est devenu des monstres. Hein. C'est comme les assassins. Hein. C'est des assassins. Au départ, ils peuvent passer à côté de vous faire un sourire et puis aller tuer une grand-mère une demi-heure après. Hein. Le principe d'un tueur, c'est de faire semblant de ne pas être un tueur, quoi. D'être le plus sympathique possible. Tu parlais tout à l'heure de la crêpière, ils auraient pu lui faire la peau aussi. Hein. Mais elle était jeune en fait à l'époque. Parce que je crois qu'aujourd'hui elle a 83 ans. Donc à l'époque c'était il y a 40 ans. Ouais, mais c'était un peu leur maman.
Je l'avais identifiée comme une personne sympathique, donc il n'aurait pas touché un cheveu. Comment tu le sais, ça, qu'il l'a considéré comme leur maman? Parce qu'ils étaient souvent avec elle. Donc tu les voyais là-bas chez elle, quoi. Oui. Souvent quand ils passaient, ils allaient chercher une crêpe ou ils allaient papoter avec elle. Je crois que un des deux, là, était logé chez elle. Hein. J'ai aucune certitude, mais je pense qu'il y avait vraiment ils étaient souvent ensemble. Elle le présentait comme son fils adoptif. Ça, tu te souviens de ça? Ouais, ça, je me souviens. C'est mon fils adoptif, c'est mon fils adoptif. Elle l'adorait, quoi. Ouais. Ils étaient gentils avec elle. Comme quoi, un assassin peut être gentil avec certaines personnes et puis des monstres avec d'autres. On se met dehors, ça te dérange pas? Si tu veux. Alors là, on s'assied au Cosmo. C'était l'ancien Royal Jussieu qui était une institution ici. Bonjour. Un café, s'il vous plaît? Un Vitelmante. Ouais. On arrête? J'ai encore une question. Je m'arrête jamais. Après, je te promets, j'arrête. Odette. Ouais. Moi, je travaille sur cette affaire Thierry Paulin depuis 4 ans. C'est par hasard que je suis tombé dessus. Parce que je me suis rendu compte que j'habitais dans l'immeuble de l'un des deux tueurs. Bah, tu sais, c'était un couple en fin de compte. Hein. Oui. C'était un couple, c'était deux homosexuels qui travaillaient et qui étaient bien cotés au Paradis Latin. Ils étaient appréciés dans leur boulot par les danseurs, les danseuses. Bon, tu les voyais comme un couple qui s'aimaient, puis qui vivaient leur vie. Nous, on pensait que c'était une vie très calme. Ils avaient, ils avaient leur point de chute dans le quartier. Ils avaient leurs habitudes, peut-être à aller acheter leurs cigarettes au café La Fac. De temps en temps, ils achetaient un truc dans un tel ou tel magasin. Et puis voilà. Donc, jamais on aurait imaginé que ce soit des tueurs, mais des tueurs de sang-froid en plus. Toi. Quand tu les voyais, tu avais l'impression de deux personnes très faibles. Inoffensives. Ils jouaient pas les costauds. Quoi. Ils jouaient pas du tout les costauds. Quoi. Il y en a un qui est mort du sida en prison. Oui, Thierry Paulin. Ouais. Et puis l'autre, je sais pas. Bon, je me suis pas renseigné sur eux. Bon, après, la vie passe et voilà. C'est quoi la vie? Hein? La vie pour moi? Faudrait demander ça à ton père. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on dit c'est un bon vivant, c'est qu'il profitait de la vie et je pense pas que ton père a été malheureux, toi. Tu penses souvent à lui, non? Ah ouais, beaucoup. Avec ton père. On était vraiment des amis. C'est-à-dire que vraiment, quand il est parti, pour moi, ton père était un mur. J'avais besoin de temps en temps, j'étais pas un mois sans l'appeler, toi. À déconner 2-3 minutes au téléphone, et puis voilà, toi. Hop, il me ressourçait un petit peu, toi. Puis de temps en temps, j'avais envie de puiser davantage et j'allais le voir. Et qu'est-ce que j'ai pu rire avec lui, qu'est-ce que j'ai pu rire. Ah, vraiment. Ceux qui connaissaient Paulin ne comprennent pas. Fêtard et flambeur la nuit, assassin de vieilles dames le jour, Thierry Paulin, dès son arrestation, est entré dans la galerie des grands criminels du XXe siècle, aux côtés des Landru et des Petiot. Justement, en fait, donc moi je suis souvent venu dans le quartier parce que je travaille sur cette affaire. Et souvent je pensais à toi et je me disais il faut que je lui écrive. De toute façon je pense souvent à toi. Mais je me disais, la crêpière Odette, je me demandais si tu étais suffisamment proche d'elle pour la contacter. Non, c'est une relation de quartier, c'était pas amical, c'était une relation de quartier. On souriait, on se parlait de temps en temps quand elle passait, mais on n'a jamais mangé vraiment ensemble. Non, Tu l'as tutoyée?
Oui. Parce que, en fait, j'ai son adresse, elle habite dans le 5e, pas très loin. J'ai son numéro de téléphone, mais j'ose pas la contacter. Parce que j'ai peur. Parce que je pense qu'elle aimait beaucoup les deux tueurs. Je sais pas si elle t'en parlera. Mais bon, maintenant, ça fait quand même 40 ans. Je pense qu'elle peut peut-être démystifier tout ça et puis peut-être se confier. Mais tu peux te recommander de moi. Hein. Tu dis, tiens, j'ai eu Jean-Robert. Je peux lui dire Jean-Robert de la boutique Yankee. La boutique Yankee. Il était très ami avec mon père. Et voilà. Je pense que tu peux te servir de moi comme introduction. Il n'y a pas de problème. Ouais. Toi, tu l'appellerais pas. Ça serait gênant. Ouais, parce que... Ouais, non, je pense que c'est plus à toi de l'appeler, puisque c'est oui, dans ton reportage. Ouais. Tu peux l'appeler en te servant de mon nom, sans aucun problème. Ou lui écrire une lettre. Alors, ouais, aussi. Une lettre, la mettre de côté, puis contact verbal, déjà, c'est bien. Ou alors je peux aller traîner en bas de chez elle. Non. Ah, bonjour. Non. Il faut que tu sois un messager quand même quelque part, tu vois. Pas arriver comme ça. Bon, merci en tout cas, je coupe. Je t'en prie. Je coupe. Ouais, on va discuter. Merci. À très vite. Merci JR. Allez, ciao. Prends soin de toi. Toi aussi, prends soin de toi. Merci. Hein. À très vite. Ciao. Bon. Eh ben, Jean-Robert a connu Paulin. Quand on a discuté, il m'a dit un truc bizarre. Il m'a dit « Ton père a eu du mal à accepter la route que tu as prise. » Je sais pas pourquoi il m'a dit ça. J'ai pas demandé. Mais maintenant, il me reste plus qu'à prendre mon courage à deux mains et à appeler Odette de la part de Jean-Robert. Ils étaient gentils avec elle. Comme quoi, un assassin peut être gentil avec certaines personnes et puis des monstres avec d'autres. Ça te manque pas un peu ton papa? Mais des fois, on est beaucoup plus grand de cœur pour des étrangers ou des amis de longue date que sur sa propre famille. 3, 2, 1. Je suis de retour à mon bureau et j'avoue que je me sens un peu affecté par cette rencontre avec Jean-Robert. Je sais pas très bien pourquoi. Est-ce que c'est trop proche de moi? Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'il m'a parlé de mon père? Sans doute. En tout cas, quand Jean-Robert me disait que Paulin était un de ses clients, qu'il achetait des vêtements chez lui, je me demande à quoi il ressemblait, comment il était vraiment accoutré. J'imagine qu'il devait être très à la mode, très attentif à son apparence. Alors je me souviens que dans le dossier du commissaire laitier, j'avais lu un document suite à la perquisition de sa chambre d'hôtel. Vous savez que quand il a été arrêté, il logeait à l'hôtel du Cygne, dans le 1er arrondissement. Il partageait sa chambre avec un ami qu'il hébergeait, qui s'appelait aussi Thierry. Et donc, suite à la perquisition, la police a fait un inventaire de tout ce qui se trouvait dans la chambre. Et c'est là qu'on a un descriptif, notamment des vêtements que Paulin portait. Donc voilà, j'ai plusieurs documents sous les yeux. La chambre d'hôtel de Paulin, c'était la chambre 17. Elle se trouve au 1er étage gauche, donc de l'hôtel du Cygne. Alors, elle donne sur une cour intérieure. J'ai vu une image de cette chambre, je sais pas où. Et donc, comme Paulin n'avait pas de domicile, j'imagine qu'il y avait toute sa vie, toutes ses possessions en tout cas, dans cette chambre. Donc on trouve une paire de lunettes de marque Alain Micli, un tube de vitamine C par exemple,
une boîte de sirop Humex Fournier, des sachets de drogue, un lecteur de compact disque portable de marque Toshiba, etc., etc. J'ai détaillé tout ça dans un complément d'anti-enquête qui est disponible pour les abonnés contributeurs au Patreon. Donc voilà, il est écrit que dans la penderie se trouvent 6 paires de chaussures, de marques que je ne connais pas. Il y a un blouson jean, une veste Spencer de couleur vert armé, une chemise blanche à rayures noires, un jean de marque Bonaventure avec le personnage de bande dessinée Bugs Bunny sur la jambe gauche, un jean Levi's, un pull à col roulé, détricoté au niveau de l'épaule droite, à motif de losange blanc et noir, une chemise gris clair de marque Crix, une marque à la mode dans les années 80, une chemise Ripley blanche à rayures, un t-shirt rouge de marque Ballon, un polo vert de marque Marion, un t-shirt blanc marqué Siemens sur le devant. Bon, en gros, je pense qu'il avait un look tout à fait normal pour un jeune homme de l'époque. Il n'y a pas grand-chose à signaler de ce côté-là, mais il est possible qu'il ait acheté quelques-uns de ses vêtements chez Jean Robert. Dans la chambre d'hôtel, bien sûr, ils ont trouvé plein de documents intéressants, des carnets d'adresses, des agendas, répertoire téléphonique, cartes de membres de divers endroits. Mais bon, ça c'est autre chose. Je me dis que j'aimerais bien aller dans cette chambre d'hôtel un jour, la chambre 17 de l'hôtel du Cygne, pour essayer d'observer, de ressentir les choses. Et pourquoi pas d'y passer une nuit. Voilà, bon maintenant, je pense que je peux plus tourner autour du pot, il faut que j'appelle Odette. Et j'avoue que c'est un peu difficile pour moi. Pourquoi c'est difficile ? C'est comme on l'a vu avec la mère de Thierry Paulin, justement. Quand j'étais en Martinique, dès que j'ai un objectif, dès que je dois appeler quelqu'un, convaincre quelqu'un qu'il faut que je l'interviewe, ça marche pas. Bon, la Odette, c'est une dame assez âgée. Elle a 84 ans. Voilà, je sais pas du tout comment elle a vécu avec cette histoire. C'est aussi pour ça que je veux la voir, pour qu'elle me raconte. Mais bon, j'ai peur qu'elle refuse. Et je sais pas trop comment présenter les choses. Je pense que je vais faire au feeling. Bon, écoutez, si elle veut témoigner, tant mieux pour moi. Si elle veut pas, je pense qu'il faudra que je passe à autre chose. Et ce sera un témoignage précieux sur Thierry Paulin qui sera perdu. Bon, ben je me lance, il faut que je l'appelle. Alors, elle est dans l'annuaire. J'ai son numéro de téléphone. J'y vais. Allô ? Allô, bonjour, Odette ? Oui, c'est moi-même. À suivre.